Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet particulièrement important. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous consommons des glucides, autrement dit des sucres? Je ne suis ni médecin ni scientifique, mais simplement passionnée par le métabolisme humain. Alors pardonnez-moi d'avance si vous remarquez quelques approximations. Vos précisions apportées en commentaire seront les bienvenues. Comprendre de manière approfondie le métabolisme des glucides vous aidera à faire de bons choix pour votre santé et, le cas échéant, à mieux ajuster vos injections d'insuline. Vous pourrez gagner en contrôle sur l'intensité et la fréquence des hyperglycémies et hypoglycémies. Le diabète de type 1 est une pathologie caractérisée par un métabolisme des glucides à l'arrêt. Et ce métabolisme est impossible jusqu'à présent sans le recours à de l'insuline exogène, laquelle relève d'une dépendance vitale. Il est donc essentiel de comprendre la place des glucides dans le métabolisme humain afin d'entrevoir les perspectives qui s'offrent à nous dans le cas particulier de cette maladie. Même si cela s'avère également pertinent pour tout un chacun, atteint ou non de diabète, comprendre le métabolisme des glucides apparaît crucial pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Il s'agit d'un levier essentiel en matière de pleine santé et de longévité. Vous le savez certainement déjà, mais pour être sûr que tout le monde ait les mêmes informations, je préfère préciser le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui. Quand on parle de glucides, on parle de sucre, sucre lent et sucre rapide, sucre simple et sucre complexe, ou autrement dit d'hydrates de carbone, de carbohydrates, de carbs, saccharides, mono ou polysaccharides. On trouve par exemple des glucides dans le sucre de table et les bonbons bien sûr, les gâteaux, les pâtes, le pain, les féculents, les pommes de terre, les fruits, les graines, les céréales et en quantité variable dans les légumes. Dans les féculents ou les céréales comme le blé, les glucides sont stockés sous forme d'amidon. Les fibres sont également des glucides, mais celles-ci sont majoritairement non absorbables par le système digestif humain. De manière générale, on trouve des glucides dans tous les végétaux et un peu dans les laitages. Il n'y a pas de glucides dans les œufs, à part sous forme de traces, et la chair animale, hormis un petit peu dans le foie sous forme de glycogène. Il existe différentes sortes de glucides, dont certaines peuvent par ailleurs être délétères, voire carrément toxiques, quand d'autres semblent à première vue plutôt neutres en n'impactant pas la glycémie. Nous explorerons ces différentes sortes dans un prochain épisode. Aujourd'hui, il s'agit d'évoquer un sucre en particulier, le glucose, car c'est lui que nous mesurons lorsque nous prenons notre glycémie et c'est un sucre essentiel au bon fonctionnement métabolique. Je vais donc aborder de nombreux aspects concernant le glucose. Comme souvent, rien n'est tout blanc ou tout noir. L'idée est de mieux en comprendre à la fois les rôles et les impacts sur notre santé afin d'agir en conscience. En réalité, cette molécule comporte deux appellations pour une même substance, glucose et dextrose. Et en réalité, ce sont deux sucres qui ont une construction chimique identique mais en miroir. En pratique, on parle de dextrose dans les listes d'ingrédients des aliments ou de composants des médicaments, et dans ce cas, il se présente sous forme cristallisée. On trouve parfois le glucose également comme ingrédient et celui-ci se présente alors sous forme visqueuse, sous forme de sirop. On parle surtout de glucose lorsqu'on évoque le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Dextrose et glucose semblent être assimilés par l'organisme de la même façon. On trouve du glucose dans les végétaux, soit sous forme simple, soit sous forme d'amidon, lequel amidon est le mode de stockage du glucose par les plantes. C'est pourquoi celui-ci se trouve principalement dans les grains et les tubercules, par exemple blé, riz, pommes de terre, etc. L'amidon consommé est ensuite dégradé en glucose par l'amylase, une enzyme présente dans la bouche et le tube digestif. Au final, les deux formes de glucose, amidon ou glucose libre, se retrouvent tout autant dans le sang. Le glucose est vital pour certains organes du corps. Nous avons besoin d'un minimum de glucose stocké et en circulation dans le sang pour fonctionner. Pourtant, les glucides ne sont pas des nutriments essentiels. C'est même le seul macronutriment non essentiel. Alors qu'il y a des acides gras essentiels, c'est-à-dire des lipides, du gras, qu'il y a aussi des acides aminés essentiels, autrement dit des protéines, il n'existe pas parallèlement de glucides essentiels. En effet, si nécessaire, le corps est en mesure de synthétiser lui-même les quantités minimales de glucose dont il a besoin au fur et à mesure. C'est pourquoi on le dit non essentiel. Pour faire face à ces besoins vitaux, le foie, dont c'est l'un des rôles majeurs, produit du glucose à partir d'éléments non glucidiques, par exemple à partir des triglycérides, c'est-à-dire à partir du gras stocké dans les tissus adipeux. Les triglycérides sont des acides gras réunis par un bandeau de glycérol et c'est le glycérol que le foie transforme en glucose. Le foie peut également synthétiser le glucose à partir des acides aminés provenant des protéines consommées.
ou encore provenant directement des protéines composant notre corps, dont par exemple les protéines de nos muscles. Pour produire le glucose, notre corps va d'abord se servir du glycérol des triglycérides et des protéines issues de l'alimentation, et ne fera appel aux protéines constitutives du corps que dans un second temps et seulement en cas de problème métabolique et ou de famine. Ce processus de transformation et de production de glucose s'appelle la néoglucogénèse. Néo pour nouveau, gluco pour glucose et génèse pour création. Qu'ils viennent des glucides ingérés via l'alimentation ou bien qu'ils viennent de la néoglucogénèse, le glucose peut être stocké sous forme de petites réserves de glycogène dans le foie, 100 g environ, dans les muscles, 250 g environ, et même dans le cerveau, 1 g. Ces stocks sont très limités au vu des besoins énergétiques quotidiens d'un être humain. Dans les situations nécessitant du glycogène, celui-ci se retrouve vite épuisé. Le glucose stocké sous forme de glycogène devient disponible le moment venu grâce au processus de glycogénolyse. Glyco pour glucose, géno pour création et lyse qui signifie délier ou détacher. Parfois, il faut pouvoir réagir vivement dans des situations où le pronostic vital serait potentiellement en jeu. Dans de telles situations d'urgence ou d'efforts très intenses, les muscles peuvent donc directement et rapidement libérer le glucose à partir du glycogène intramusculaire de façon à s'auto-alimenter efficacement. Sinon, c'est que le glucose est vital pour le cerveau, les yeux, les globules rouges et certaines cellules du cœur et des reins. Le cerveau est l'organe du corps le plus gourmand en énergie. Il est l'objet d'environ 20% des dépenses énergétiques et donc 20% des besoins en carburant. L'être humain n'a pas toujours consommé autant de glucides que ce que nous connaissons aujourd'hui. Voyons voir plus précisément pourquoi les glucides sont non essentiels au métabolisme humain. Tout d'abord, précisons que nous pouvons fonctionner avec deux sortes de carburants, les glucides ou les lipides. C'est l'un ou l'autre. Durant plus de 2,5 millions d'années, l'état métabolique et physiologique qu'a connu l'être humain est un état de cétose. La cétose correspond à un métabolisme basé non pas sur les glucides, mais sur les lipides comme carburant et permettant la production de cétone. Il pouvait s'agir de la cétose obtenue par l'alimentation, on brûle les lipides ingérés, on appelle cela la cétose nutritionnelle, ou obtenue par le jeûne, qui est une autre option, on l'appelle alors cétose de jeûne, dans ce cas on brûle notre propre graisse corporelle. Nos ancêtres alternaient cétose nutritionnelle et cétose de jeûne en fonction des apports en nourriture et des saisons. Il ne faut pas confondre la cétose avec l'acidocétose. Nombre de personnes atteintes de diabète de type 1 ont malheureusement vu leur diabète diagnostiqué au moment critique de l'acidocétose du diabétique, état d'urgence qui peut mener au coma voire au décès. Il s'agit dans ce cas d'une réaction intempestive du corps face à l'absence brutale d'insuline en association avec une hyperglycémie extrême, donc beaucoup de sucre dans le sang. L'apport glucidique de l'alimentation n'est plus du tout géré par le corps, lequel se met à produire en catastrophe des quantités phénoménales de cétone. Cette situation pathologique ne peut se produire qu'en l'absence totale d'insuline et d'une hyperglycémie majeure. Or, vivre une cétose physiologique n'est possible qu'en excluant quasi totalement les glucides de son alimentation. Il n'y a de ce fait pas d'hyperglycémie possible. Grâce aux injections, l'insuline est présente et les mesures quotidiennes de la glycémie, voire des cétones, permettent d'éviter absolument un tel événement dramatique. Revenons à la cétose physiologique. L'état de cétose nutritionnelle est celui dans lequel se trouve encore aujourd'hui le bébé humain à sa naissance et durant son allaitement au lait maternel. On se retrouve tous en cétose lorsqu'on ne mange pas ou en cétose intermittente lorsque l'on mange trop peu, comme dans le cas des régimes hypocaloriques. La cétose, c'est brûler du gras. Ce n'est donc globalement pas se servir des glucides comme carburant. Le cerveau étant dans ce cas alimenté principalement par les cétones, sa consommation de glucose est alors réduite au minimum nécessaire, de l'ordre de quelques dizaines de grammes par jour. La glycogénolyse et la néoglucogénèse sont des processus alors tout à fait capables de faire face à un tel besoin quotidien réduit. C'est précisément la raison pour laquelle il n'existe pas de glucides essentiels. C'est aussi pour cette raison que nous survivons sans problème lorsque nous jeûnons quelques jours, que ce soit par choix ou par contrainte. Une toute petite quantité de glucose est certes vitale, sans cette dose minimum, on meurt, et notre corps peut bien heureusement y faire face tout seul. En cétose, le corps accède à une glycémie tout à fait stable et adaptée, car il produit lui-même les carburants nécessaires précisément au fur et à mesure de ses besoins de façon lissée et parfaitement ajustée. En revanche, dans une alimentation basée sur les glucides, comme c'est le cas largement généralisé aujourd'hui, l'apport conséquent de glucides via l'alimentation stoppe la production de cétone et force le corps à utiliser exclusivement le glucose comme unique carburant.
Le cerveau, par exemple, nécessite alors quotidiennement environ 150 grammes de glucose. Dès que les glucides alimentaires viennent à manquer, ce qui peut arriver pour de multiples raisons, le foie prend le relais et se remet à produire des cétones. Par exemple, quand on dort et qu'on n'a pas mangé depuis pas mal d'heures, quand on fait un régime hypocalorique, quand on jeûne, quand on ne peut pas manger parce qu'on est malade, etc. En alimentation glucidique et que les glucides viennent à manquer, il peut y avoir tout d'abord de la néoglucogénèse, car le corps est alors habitué à fonctionner grâce au glucose. Dans ce cas, on observe une perte de protéines constitutives du corps, ce qui se traduit par une perte musculaire. Mais bientôt, le foie produit les cétones nécessaires au fonctionnement énergétique du corps. C'est pourquoi le jeûne n'est pas une très bonne idée lorsqu'on a une alimentation basée sur les glucides comme carburant, car il provoque du catabolisme et une fonte musculaire. En alimentation cétogène, le manque de carburant fait piocher dans les réserves de graisse corporelle puisque le carburant est habituellement le gras. Dans ce cas, la masse musculaire est préservée. Pour conclure aujourd'hui, certains organes du corps ayant donc un besoin vital de glucose, il est remarquable que la nature ait mis au point un processus autonome pour y faire face. En attendant la suite sur le métabolisme du glucose, je vous souhaite à tous un bon voyage dans Recovery Explorer DT1.